Bonjour les amis. Et si nous parlions de notre belle démocratie française ? Mais au fait, c'est quoi la démocratie ? Ce mot tient ses origines du grec, démocratia, formé du démos, le peuple, et du kratos, le pouvoir. On parle donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple. Nos élites ont, quant à elles, trouvé une formule magique qui ne choque personne. Cela s'appelle la démocratie représentative. C'est étonnant, cette association de mots qui ensemble sonnent bien, et qui pourtant dans les faits disent une chose simple, le fait d'accepter de déléguer et donc d'abandonner notre pouvoir. En somme, notre kratos. Mais si nous déléguons notre pouvoir, pouvons-nous encore parler de démocratie ? La démocratie devrait-elle se résumer à glisser un bulletin dans l'urne ? Plusieurs questions se posent alors. Quel est le contrat de confiance entre les électeurs et les élus ? Quels sont les moyens pour contrôler les élus ? Et enfin, avons-nous la possibilité de révoquer un élu qui ne respecterait pas ses promesses ? Je crois que vous connaissez déjà les réponses à ces questions. Allons un peu plus loin. Depuis le 4 octobre 1958, la 5e République a été approuvée par voie référendaire. Le général de Gaulle en est élu premier président. Elle marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de la République française, dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir exécutif. Vous avez bien compris, elle limite le pouvoir parlementaire pour donner plus de pouvoir à l'exécutif, donc au président et son gouvernement. Ce régime est qualifié de semi-présidentiel en vertu des pouvoirs accordés au président de la République. Ce rôle central est considéré par la légitimité découlant de son élection au suffrage universel direct, instauré par référendum en 1962. Nous sommes en 2020, et aujourd'hui pouvons-nous encore considérer légitime le poids donné à ce rôle de président ? Le monde a bien changé. Et nous savons que les médias jouent un rôle décisif dans une élection. Ils ont le pouvoir d'orienter la décision d'une majorité de Français. Il leur suffit de parler en bien ou en mal de tel candidat, de laisser plus la parole à l'un qu'à l'autre pour influer sur les résultats. Et derrière ces médias, il y a quelques milliardaires qui en sont les actionnaires principaux. Ces mêmes actionnaires sont souvent les grands donateurs des partis politiques. Vous voyez où je veux en venir. Un candidat, pour être élu, aura besoin de la presse écrite et télévisée, et donc d'être légitimé par quelques milliardaires. Pensez-vous que tout cela soit gratuit ? Qu'il n'y aura pas d'une manière ou d'une autre un retour d'ascenseur ? Je répète ma question. Sommes-nous en démocratie ? Pour qui œuvrent nos élus ? Le peuple ou leurs grands donateurs ? Remontons quelques années. Afin de ratifier le traité établissant une constitution pour l'Europe, Jacques Chirac, après consultation des partis politiques, a choisi le référendum et décrété qu'il aurait lieu le 29 mai 2005. Les sondages donnaient le oui à 71%. Si vous saviez les sommes issues de nos impôts qui partent vers ces instituts de sondage, je n'en dis pas plus. Presque 70% des Français ont voté, et le non l'a emporté à plus de 54%. Ce jour, j'ai moi-même voté non. À ce stade, nous pouvions dire, démocratiquement, que les Français ne voulaient pas de cette Europe. Cela ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas de l'Europe, avec des accords gagnant-gagnant, mais qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner leur souveraineté pour ce projet. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur la loyauté d'un certain Nicolas Sarkozy. Le traité de Lisbonne est préparé en catimini pendant le 2e semestre 2007. Il reste néanmoins très proche de celui refusé par les Français en 2005. Et là, comble de l'arnaque, Sarkozy le fait adopter par voie parlementaire, s'asseyant sur le référendum et le non des Français en 2005. Ils ont sûrement considéré que nous avions mal voté. Le traité fut signé le 13 décembre 2007 et entra en vigueur le 1er décembre 2009. Je repose ma question. Est-ce cela la démocratie ? Parlons maintenant des candidats à la présidence de la République. Ils sont tous issus d'un parti. Mais à quoi servent ces partis ? Certains diront que ce sont des groupes de personnes qui défendent la même orientation politique. Et ces partis sont ensuite placés sur un échiquier allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ça va de communistes à socialistes, en passant par l'extrême centre pour arriver chez les libéraux, et enfin, les nationalistes. J'exagère volontairement pour mettre en avant la proposition qui nous est faite. Il ne nous reste plus qu'à choisir. Bonne pioche. Certains se diront, mais si on est modéré, que l'on se sent social-libéral, il y a le centre. Seulement voilà, l'expérience nous montre que le centre n'est pas plus ouvert que les autres partis. Une ligne politique est proposée, et les têtes qui dépassent du rang seront balayées avec une violence à rendre jalouses les deux extrêmes. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à me positionner. J'entends du bon comme du mauvais dans chacun de ces partis, et ce, quelle qu'en soit l'orientation. Pour finir dans ce délire, il y a les programmes, car bien sûr, si vous soutenez un parti, vous devez accepter toutes ses propositions. Je résume.
Vous devez choisir un parti qui tous les 5 ans vous proposera un candidat et un programme. Mettre le nom de ce candidat dans une enveloppe et cette enveloppe dans une urne. Ensuite, prier pour que ce dernier applique son programme et n'improvise pas en sortant des lois tenues secrètes. Enfin, faire des incantations pour que cette Union européenne, qui s'appuie sur une constitution pour laquelle vous avez voté non en 2005, n'en rajoute pas une couche. Bon, là je peux dire avec certitude que l'on est dans un machin, mais en aucun cas une démocratie.